Les requins sont les maîtres des mers, ce que personne ne conteste. Mais dans une rivière, ils ne dominent plus grand-chose. La moitié des poissons osseux se sentent à l'aise en eau douce, mais seulement 5% des requins peuvent supporter la transition. C'est bizarre car il y a des millions d'années, les choses étaient différentes. Les fossiles montrent qu'il existait des requins d'eau douce. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'eau douce, non salée, est mortelle pour ses tueurs. Un environnement hostile. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. C'est en septembre 2020 que des gens ont repéré quelque chose d'étrange dans le fleuve Benhaï. Un requin bleu s'était échoué sur le rivage. Énorme, mesurant 2,50 m de long pour 200 kg, il était impuissant. Quand on a trouvé le requin, il respirait encore, mais il était très faible. Les pêcheurs ont traîné le prédateur sur la terre ferme et bientôt, il est mort. C'était pas une première, un autre requin bleu était déjà mort au même endroit. Il faut savoir que cette espèce, qui vit dans les profondeurs des océans tropicaux, n'a aucune chance de survivre dans une rivière. Vraiment aucune. Personne ne sait comment le requin s'est retrouvé là. Peut-être que la marée l'y a transporté, puis au contact de l'eau douce, ses forces l'ont quitté. C'est pas une figure de style, chaque minute passée dans l'eau douce aggravait ses souffrances. Son corps a commencé à se décomposer, et plus le requin restait dans le fleuve, plus vite ses processus irréversibles progressaient. C'est pareil pour la plupart des requins. Se retrouver en eau douce, c'est quasiment une condamnation à mort. Pourquoi? Je vais tout vous dire. Tous les animaux, y compris les humains et les requins, contiennent de l'eau et des sels minéraux. Notre peau et nos tissus semblent solides, mais en fait, ils comportent de minuscules pores par lesquels l'eau et les minéraux passent. Facilement. S'il y a plus de molécules d'un côté que de l'autre, elles vont vers le côté où la concentration est la plus faible. Ce processus s'appelle la diffusion et il continue jusqu'à l'équilibre. La même chose se produit quand un morceau de sucre se dissout dans une tasse de thé. Maintenant, regardons la mer qui est surtout composée d'eau, mais contient aussi beaucoup de sel dissous, 3 à 4%. Les tissus des humains et des poissons sont bien moins salés que la mer. Ainsi, à l'intérieur de leur organisme, il y a plus d'eau qu'à l'extérieur, ce qui signifie que quand une personne ou un poisson se trouve dans la mer, l'eau quitte son corps par la peau. En fait, c'est comme si elle essayait de diluer l'eau de mer. Cependant, la peau humaine est presque imperméable. Chez les poissons, c'est pas le cas et leur corps perd constamment de l'eau au contact de la mer. Mais l'eau est essentielle à leur survie. Et pour compenser ces pertes, les poissons marins boivent beaucoup. Mais les requins ont une autre stratégie. Au lieu d'être moins salés que la mer, comme les autres poissons, ils sont dans le cas inverse. Ils stockent des substances dans leurs tissus. Plus précisément, des sous-produits métaboliques de l'urée et de l'oxyde de triméthylamine ou TMAO. Grâce à ça, leur corps est légèrement plus salé que l'eau de mer et ça fait toute la différence. Les requins ne perdent pas de l'eau sans arrêt comme les poissons ordinaires. Au contraire, l'eau pénètre dans leur corps par la bouche, les branchies et autres membranes, tandis que l'excès est évacué par les reins à travers le cloaque, une ouverture entre les nageoires pelviennes. Bref, les requins ont trouvé une solution intelligente et très élégante à un gros problème. Mais il y a un hic. Quand un requin se retrouve dans une rivière, son corps trop salé absorbe énormément d'eau douce, car la diffusion ne cesse jamais. Ses reins sont poussés dans leur retranchement, forcés de travailler sans arrêt, et tout ça draine une énorme quantité d'énergie. C'est pourquoi la plupart des requins ne vont jamais dans les rivières. Il serait épuisant pour eux d'expulser constamment cette eau de leur corps. Ce processus au fait s'appelle l'osmorégulation, le fait de maintenir l'environnement interne stable. Chez les requins, ça fonctionne très bien, mais dans la mer, pas dans les rivières. Là, les reins et les glandes rectales qui gèrent l'équilibre entre eau et sels minéraux ne peuvent pas suivre et le résultat est prévisible. Cet équilibre fragile se brise et le requin meurt. Mais il se passe quoi exactement? C'est aussi simple que terrifiant. D'abord, l'eau pénètre dans les cellules du requin par osmose, un cas particulier de diffusion, c'est quand un liquide se déplace vers une solution contenant plus de substances dissoutes à travers une membrane semi-perméable.
Pour un requin, c'est un désastre, car ses cellules se mettent à déborder et elles éclatent. Son corps gonfle, ses organes arrêtent de fonctionner, et le résultat est toujours le même, la mort. Ça semble irréel. Je veux dire, un requin qui se gonfle d'eau douce, ça paraît absurde. C'est pourquoi on a consulté différentes sources plusieurs fois, et il s'avère que c'est la vérité. Pour citer le National Geographic, sans sel dans l'eau, les cellules d'un requin se décomposent, son ventre gonfle et le prédateur meurt. Les cellules sont endommagées, les processus chimiques perturbés et les substances présentes dans le corps diluées au point de cesser de faire leur travail. De plus, le requin perd du sel et sans lui, le corps ne peut pas fonctionner. J'y pense, tout en cherchant des infos sur les requins qui gonflent, je suis tombé sur une étude curieuse. Dans cette étude, des chercheurs américains et australiens essayaient de comprendre pourquoi si peu de requins vivent en eau douce. Longtemps, on pensait que c'était à cause de certaines particularités anatomiques, mais il fallait le vérifier. Les chercheurs ont donc construit un modèle hydromécanique pour vérifier comment la physiologie des requins affecte leur flottabilité. Les requins n'ont pas de vessie natatoire, l'organe qui aide les poissons osseux à rester à flot. Ils ont seulement un foie. Énorme et huileux, il leur procure un semblant de flottabilité et leur permet de plonger, mais il ne fonctionne que dans l'eau salée. En eau douce, ces mécanismes dysfonctionnent. En fait, les requins nagent 2 à 3 fois plus lentement dans les rivières que dans la mer, tout en consommant 50% d'énergie en plus pour rester à flot. Pour compenser la perte de flottabilité, un requin aurait besoin d'un foie 8 fois plus gros. Bien sûr, c'est impossible. Par exemple, le foie d'un grand requin blanc adulte pesant 1 tonne peut supporter environ 250 kg, 3 fois le poids d'un homme. Mais en eau douce, un requin aurait besoin d'un foie de 2 tonnes, plus lourd que le requin lui-même. Bien sûr, il y a une autre option. Au lieu d'un organe plus gros, posséder un organe plus gras. Mais le requin serait alors trop potelé et ça nuirait à ses capacités de chasse. Bref, ça n'aurait aucun intérêt. C'est pas que de la théorie. Des mesures prises sur des requins d'eau douce du fleuve Fitzroy en Australie l'ont confirmé. 5 requins bulldogs et 17 poissons-scies communs flottaient moins bien que 27 espèces marines. Ainsi, si un requin s'installe dans une rivière et qu'il survit au changement de salinité, il aura le choix entre 2 options. La première impossible et la seconde inutile. Mais quel est le plus important pour les requins? Sans doute la chasse, car les requins sont conçus pour ça. Ils ont une sorte de 6e sens, l'électroperception, qui leur permet de localiser les proies avec une précision incroyable. En fait, chaque mouvement musculaire d'un animal, jusqu'au battement du cœur, génère un faible courant électrique. Dans les hôpitaux, on le détecte avec un électrocardiographe. Et dans la mer, les requins font de même. Bon, leur but est différent bien sûr. L'air ne transporte pas l'électricité de nos corps, mais heureusement pour les requins, l'eau salée, oui. Elle contient des ions sodium et chlorure, c'est la clé du processus. Sur la tête d'un requin, on trouve de minuscules pores riches en cellules spéciales appelées les ampoules de Lorenzini. En regardant de près le museau d'un requin, on peut voir des points autour de sa gueule. Les espèces très actives en ont plus de 1500, tandis que les plus calmes n'en ont que quelques centaines. En gros, plus un requin chasse, plus la nature lui donne des points. Voici à quoi ressemblent les pores des ampoules de Lorenzini sous le museau d'un requin-tigre. Et voici les taches autour de la gueule d'un requin-taureau. À l'intérieur, ces cellules sont remplies d'une substance gélatineuse très conductrice. Quand un poisson tend ses muscles, le requin le sent. Quand il est blessé et se débat, le signal devient plus fort et le prédateur fonce dans sa direction. Les expériences le prouvent, si on donne à un requin le choix entre un poisson mort et une tige métallique chargée électriquement, il nage d'abord vers le poisson, mais au dernier moment, il change de cap et attaque la tige. Après quoi, il doit se sentir bête. Ça fonctionne grâce à l'eau salée. Sans ions sodium et chlorure, l'électroperception est moins efficace. Or, les requins ne s'en servent pas que pour chasser. Ils se déplacent en utilisant l'électricité et c'est ce qui leur permet de migrer sur des milliers de kilomètres sans se perdre. De plus, les requins peuvent sentir les objets dans l'eau et littéralement cartographier leur environnement.
Entre nous, ça me fait penser à un aspirateur robot. Maintenant, imaginez qu'un requin se retrouve dans une rivière ou un lac. Il n'aurait aucun intérêt à suivre le champ magnétique terrestre, nulle part où migrer. Mais le vrai problème serait le suivant, il ne pourrait plus s'orienter. Sans eau salée, plus d'ions sodium et chlorure. Son électroperception marcherait moins bien et le requin ne comprendrait pas ce qui lui arrive. Pour un prédateur qui a l'habitude de compter sur son sixième sens, ce serait un gros problème. En fait, l'électroperception n'existe pas que chez les requins, mais aussi chez des poissons d'eau douce et certains amphibiens. Mais voilà, les créatures qui ont évolué dans les rivières se sont adaptées à l'eau douce. Leur sixième sens est fait pour capter les signaux qui s'y trouvent. Les requins, en revanche, sont habitués à l'océan. Leur talent fonctionne en eau salée, mais rien ne garantit qu'elle leur donnerait le même avantage dans une rivière. Au contraire, les études montrent que les poissons d'eau douce sont bien moins sensibles. De plus, les champs électriques induits en eau douce sont 30% plus faibles que dans l'océan. En résumé, on peut pas dire qu'un requin dans une rivière serait aveugle, mais il souffrirait d'une forte myopie. Il verrait, mais tout serait flou, pas clair. Laissez un like si vous savez de quoi je parle. Enfin, attraper des proies lui serait très compliqué. Mais soyons honnêtes, un requin qui se retrouverait en eau douce se moquerait bien de tout ça. Ses cellules gonflant et éclatant une par une, le petit déjeuner est bien la dernière chose à laquelle il penserait. Mais ça se limite pas aux requins. Tous les poissons cartilagineux possédant des ampoules de Lorenzini souffriraient de la même façon. Raies, chimères et même esturgeons. Bon, supposons qu'un requin, par miracle, survive dans une rivière. Il n'a pas gonflé, il n'a pas explosé et il parvient à trouver des choses à manger. Certains diraient « Bravo, quelle haste la survie, bien joué !» Mais ne vous réjouissez pas trop vite, ces problèmes ne font que commencer. L'électroperception ne concerne pas que la chasse et les déplacements. Elle joue aussi un rôle dans le comportement social des requins, ils s'en servent pour communiquer. Ils captent les champs bioélectriques produits par d'autres requins et reconnaissent ainsi leurs partenaires, établissent une hiérarchie et se coordonnent au sein de leur groupe. À la saison des amours, c'est très important car les mâles captent les moindres changements dans les signaux bioélectriques des femelles et réagissent en conséquence. Les changements sont liés aux cycles hormonaux, ainsi un mâle sait quand une femelle est prête à s'accoupler. Les mamans requins utilisent aussi des signaux électriques. Elles peuvent sentir leurs petits et rester en contact avec eux dans l'eau trouble ou la nuit. De plus, les études montrent que chaque espèce a sa propre signature électrique. C'est comme une carte d'identité électrique de requin qui leur permet de savoir qui est en face d'eux, ami ou ennemi. Ça diminue le risque de conflits inutiles entre espèces et leur permet de coexister dans le même océan. Il y a encore d'autres faits intéressants. Par exemple, le requin marteau utilise des signaux électriques pour garder ses distances dans son groupe. Chez d'autres espèces, les biologistes ont remarqué que l'électroperception aide à la coordination lors de la chasse. C'est plus qu'un simple sens, c'est un vrai système de communication, comme un réseau social. Mais il ne fonctionne bien qu'en mer. C'est aussi important pour les petits requins. Les recherches ont montré que les requins utilisent l'électroperception avant même leur naissance. Quand un petit est dans l'œuf et qu'il se sent menacé, il se fige pour se cacher des prédateurs. Les biologistes l'ont vérifié en exposant des embryons à des champs électriques censés représenter des ennemis en approche. Résultat, les bébés requins se sont roulés en boule et ils ont arrêté de bouger pour passer inaperçus. Maintenant, imaginez que ce système cesse de fonctionner. Ce serait le chaos. Impossible de se retrouver. Les mères perdraient leurs bébés et les bébés leurs mères. Différentes espèces s'affronteraient, livrant des combats absurdes et impitoyables. La chasse s'arrêterait, la reproduction aussi. Il s'avère que l'eau douce peut ruiner la vie d'un requin même sans le tuer directement. Imaginez, par une journée ensoleillée, vous pataugez dans les eaux fraîches et peu profondes du Mississippi. Vous êtes loin du rivage, près du Missouri. Vous regardez en amont et vous réalisez soudain qu'un requin bulldog de 2 mètres de long vient droit sur vous. On dirait même qu'il sourit. Ça semble incroyable, mais ça peut arriver, et c'est arrivé. Pas le sourire, bien sûr. En fait, les requins bulldogs sont une des rares espèces qui peuvent survivre en eau douce. Ils se sentent chez eux, là où les fleuves se jettent dans la mer,
dans les estuaires avec un fort afflux d'eau douce. La côte nord du golfe du Mexique, à l'est du Mississippi, leur offre des conditions parfaites, mais on peut en trouver ailleurs. Ces requins ont été repérés à 4000 km dans les terres, après avoir remonté l'Amazone en Amérique du Sud. D'autres ont remonté le Mississippi vers le nord jusqu'en Illinois, et on en voit régulièrement dans le Gange en Inde. Après que l'ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans, des requins bulldogs ont été repérés dans le lac Pontchartrain. Mais comment font-ils? Le truc, c'est de conserver le sel et de tirer la chasse constamment pour évacuer l'excès d'eau. En eau douce, le requin bulldog urine sans cesse, bien plus souvent que dans l'océan, 20 fois plus. Il a besoin de garder le sel vital tout en se débarrassant de l'excès d'eau douce. Les requins bulldogs font baisser le taux de sel et d'urée dans leur sang et ils augmentent leur production d'urine, laquelle est bien plus diluée que la normale. Le problème, c'est que ça met leurs reins à rude épreuve et ça les force à faire des allers-retours entre l'océan et les eaux intérieures, ce qui coûte de l'énergie. L'étape la plus célèbre de ce marathon est le lac Nicaragua, le plus grand d'Amérique centrale. Il est relié à la mer des Caraïbes par le rio San Juan et le requin bulldog remonte le fleuve, sautant hors de l'eau comme un saumon pour franchir 8 rapides et enfin trouver un foyer temporaire dans le lac. Mais bien que les chercheurs aient compris comment les requins bulldogs supportent l'eau douce, une question demeure. Pourquoi eux? Pourquoi cette espèce a développé une capacité si étrange et peu commune? On pense que c'est à cause des bébés. Les petits requins sont plus en sécurité s'ils grandissent dans une rivière où il n'y a pas de gros prédateurs marins et l'eau douce leur sert donc de refuge. Ça a aussi des avantages pour les adultes. Comme on l'a vu, ils peuvent conserver le sel et en tirer un avantage compétitif. Les mâles ne nagent pas en eau douce pour s'accoupler et se reproduire. Tout ça a lieu pendant les marées lorsque la salinité change. Mais il est ainsi plus facile pour eux de protéger leurs petits. De plus, rivières et lacs sont une source de nourriture pour toute la famille. En eau douce, le requin bulldog est le patron. Tout ce qui bouge est à son menu et aucun autre requin ne lui dispute les proies. Mais toute médaille a son revers. Les biologistes affirment que cette capacité unique a un coût car c'est ainsi que fonctionne l'évolution. Si les requins bulldogs se sentaient autant à l'aise dans la mer que dans les rivières, ils auraient pris le contrôle des eaux côtières depuis longtemps. Mais c'est pas le cas, ça signifie qu'ils ont perdu quelque chose et ce quelque chose est conséquent. Il est possible que leur tolérance à l'eau douce ait évolué à cause de la compétition alimentaire dans l'océan car les requins bulldogs manquaient de ressources. Ou peut-être à cause de maladies ou d'autres facteurs inconnus. On l'ignore encore. Les recherches et les articles scientifiques nous l'apprendront, mais en attendant, voyons pourquoi des requins ordinaires se retrouvent quand même en eau douce. En 2022, un grand requin blanc de 3,50 m de long a été repéré dans la baie de Plettenberg, dans le fleuve Kurboomse. D'après l'Institut de secours en mer, l'apparition d'un tel requin dans un fleuve est très rare. Le commandant du poste de secours, Jaco Kruger, a précisé que le prédateur avait été vu pendant des exercices de routine à 300 mètres en amont de l'embouchure, à mi-chemin entre l'embouchure du fleuve et le pont N2. Ce même été, en Angleterre, une femme habitant l'Essex a été stupéfaite. Une émissole d'1 mètre de long a été repérée dans la zone de marée de la Stour, pas loin de Manningtree. Le requin nageait calmement près de la plage et les témoins n'en ont pas cru leurs yeux. En 2023, un incident similaire s'est produit aux États-Unis. Un requin saumon s'est échoué sur la berge de la rivière Salmon dans l'Idaho, alors que ces requins sont des créatures marines et que cette espèce ne vit que dans la partie nord de l'océan Pacifique. Les services de la chasse et de la pêche de l'Idaho ont été débordés d'appels. Les gens étaient choqués de voir un requin sur la berge d'une rivière. Pourtant, c'est loin d'être un cas unique. Partout dans le monde, des rapports évoquent des requins en eau douce. La question c'est pourquoi ils iraient dans des cours d'eau qui leur sont physiquement nuisibles, voire mortels? Eh bien, je vais vous expliquer ça avec quelques exemples. Dans le premier cas, les biologistes marins d'Afrique du Sud ont suggéré que le prédateur était malade ou désorienté. En d'autres termes, il avait fini en eau douce par accident. Dans le second cas, les choses étaient plus simples, le requin a été repéré pas loin de la mer, dans de l'eau saumâtre où la rivière se mêle à l'océan.
des requins peuvent y rester un moment sans problème avant de retourner chez eux. Et dans le troisième cas, les chercheurs n'avaient aucun doute, c'était une plaisanterie. Impossible pour un requin saumon d'atteindre l'Idaho. Il vit dans le Pacifique Nord, et cet état n'a même pas de littoral. La seule explication, c'est que quelqu'un a déposé un requin sur le rivage pour faire une blague. Ce qui d'ailleurs aurait fait un excellent poisson d'avril pour tout le monde, sauf le requin. Un requin saumon dans la rivière Salmon. Pour résumer, ces histoires s'expliquent de deux façons. Soit il s'agit de requins malades et désorientés, mal en point et ne sachant pas où ils vont, soit l'animal se trouve dans une étendue d'eau saumâtre où l'eau douce n'a pas encore eu le temps de lui nuire. Bien, on a compris que les requins marins ne se plaisent pas dans les rivières, alors étudions maintenant la situation opposée. Que se passe-t-il si un requin d'eau douce se retrouve dans l'océan? Les requins d'eau douce, comme leur nom l'indique, forment un groupe spécial adapté à la vie dans les rivières et les lacs. En général, ils vivent dans des fleuves d'eau douce, mais près de l'embouchure. Leur corps est adapté à une faible salinité et tout va bien pour eux, tant qu'ils restent dans leur environnement. Mais quand un tel requin finit dans l'océan, c'est autre chose. La concentration en sel est bien plus élevée que celle des fluides internes du poisson. L'eau est évacuée de son corps et la déshydratation le menace. Dans une telle situation, l'osmose nuit au requin. L'eau quitte ses cellules pour rejoindre l'environnement salé afin d'équilibrer la concentration. En gros, c'est comme ce qui arrive à un requin marin en eau douce, mais dans l'autre sens. Les cellules se ratatinent, les organes cessent de fonctionner, l'équilibre interne n'est plus. Les reins, qui servent à évacuer l'excès d'eau, ne peuvent pas la retenir. Les branchies, qui extraient le sel de l'eau douce diluée, ne peuvent pas gérer la situation. Enfin, la triste conclusion, déshydratation et mort. Imaginez une personne coincée dans le désert sans une goutte d'eau. C'est ce que ressent un requin d'eau douce dans l'océan. Son corps se dessèche de l'intérieur. Une question me vient. Comment l'eau douce affecte les animaux marins en dehors des requins? Il doit bien y avoir des données là-dessus. Pour commencer, mener de telles recherches est très difficile. Pour étudier comment l'eau douce affecte les animaux marins, il faudrait placer un animal sauvage dans un environnement dangereux, et donc le condamner à mort. Ça ressemble fort à de la cruauté envers les animaux, et les chercheurs évitent de s'y prêter. Pour étudier des animaux sauvages, soit on extrait des informations d'observation fortuites, soit on se contente de développer des théories. Prenons les dauphins. Les grands dauphins qui passent du temps en eau douce ou dans une eau à faible salinité développent des problèmes. Lésions cutanées, gonflements cornéens, déséquilibre électrolytique. Parfois, ils en meurent. En 2016, par exemple, un jeune dauphin a été trouvé dans un lac près de la ville de Séminole en Alabama. Selon les autorités, le petit et sa mère ont remonté le fleuve Perdido, puis la femelle a réussi à retourner à la mer, mais le petit est resté coincé dans le lac pendant au moins 32 jours. Comme sa santé était en danger, une opération de sauvetage a eu lieu et le dauphin a été transporté jusqu'à l'eau salée. Petit à petit, il a récupéré. Sa peau a guéri, son état général s'est amélioré, mais il a conservé des problèmes de vue. Les chercheurs en ont conclu que l'eau douce avait causé un gonflement cornéen. Plus tard, le dauphin est mort empêtré dans des filets, peut-être à cause de ses problèmes de vue. Les grands dauphins peuvent pourtant modifier la concentration de leur urine quand ils passent de l'eau salée à l'eau douce, un mécanisme naturel d'osmorégulation. Pourquoi? Sachant ça, le jeune dauphin n'y est pas parvenu est un mystère. Peut-être qu'il était trop jeune et inexpérimenté, ou qu'il a passé trop de temps en eau douce. Parlons maintenant des baleines. En 2007, 2 baleines à bosse, une mère et son petit, ont passé 10 jours d'affilée à nager dans le fleuve Sacramento et son delta. Au début, ce spectacle rare était charmant, mais rapidement, les animaux ont commencé à montrer des signes de problèmes de santé. Dans la journée, elles battaient de la queue, ce que les biologistes ont interprété comme un signe de stress. Il y avait d'autres signaux alarmants. Des coupures causées par une hélice de navire guérissaient mal. Leur peau, qui sur une baleine en bonne santé est lisse et brillante, était rugueuse et marquée. Les chercheurs ont mis ça sur le compte de leur longue exposition à l'eau douce. Quel était le problème?
C'est simple, les baleines ne peuvent pas survivre en eau douce bien longtemps. Les baleines et leurs proies se sont adaptées aux propriétés de l'eau de mer, elles ne peuvent pas revenir en arrière. Le sel et autres minéraux les aident à combattre les infections et accélèrent la guérison des blessures occasionnées par les combats avec des orques ou des requins. Et, détail d'importance, la nourriture des baleines provient de l'océan, pas des rivières. Enfin, les eaux peu profondes ont d'autres inconvénients. Dans une rivière, une baleine n'a rien à manger, tandis qu'en pleine mer, elle peut plonger et trouver de la nourriture. En eau douce, elle risque de s'échouer sur le rivage et même de se noyer si le niveau d'eau est haut et qu'elle ne peut pas remonter à temps pour respirer. Et puis, l'eau salée la maintient mieux à flot. Flotter y est plus facile qu'en eau douce. Ainsi, pour les baleines, l'eau douce n'est pas vraiment nuisible, mais l'océan leur convient infiniment mieux. C'est la conclusion de millions d'années d'évolution. Si tu es né pour vivre en mer, reste dans la mer. Si tu es né pour vivre en eau douce, reste dans la rivière. Vous me devez un like, au cas où vous auriez oublié. A plus.